Pour l'intervenant suivant, j'appelle Mathieu. Alors Mathieu, c'est un des associés Melsion. Et ouais, tiens. Et Mathieu va nous parler de la peur de la réussite. T'as un micro ? Merci à tous d'être présents. Je m'appelle Mathieu Jardin. Je voulais déjà remercier Patrick, Tristan et Jean-Christophe parce qu'ils m'ont fait confiance depuis pas mal d'années et j'ai pu intégrer leur réseau déjà. Donc je voudrais les remercier. Alors j'ai le cœur qui bat vite. Alors je suis extrêmement timide, donc de prendre la parole en public, c'est pas simple pour moi. J'ai un webinaire la semaine prochaine sur ChatGPT avec 700 personnes, comme je fais à peu près chaque semaine, mais c'est sur Zoom, donc la distance est un peu différente. Et je voulais donc aussi remercier tous les associés Melsion, parce que je me suis fait une nouvelle famille également. Et donc je vais parler de la peur de la réussite. Alors, la peur de l'échec, c'est différent de la peur de la réussite. Vers le bas longuement. Sinon, il y a la... Attends. Oui, il y a la zapette Mika. Tu fais un signe comme ça, puis ça... Tiens, je vais chercher la mienne. Je sais qu'elle fonctionne. Bougez pas. Je l'avais prévu. On n'est jamais mieux équipé que par soi-même. Dans tout direct, il y a des moments comme ça. C'est un truc qu'il a trouvé. Ah oui, c'est en fait il est parti et il reviendra pas. Ah, c'était une excellente présentation sur la peur de la réussite. Et ça permet de recaler le planning comme prévu. On est bien là, non ? Je crois que Mika va nous chanter une chanson pour meubler un petit peu. Hein. Ce qu'on va faire, Mika, c'est que tu vas passer les slides plus simplement. Tu as un peu travaillé. Tu peux juste lancer le... Voilà. Tu peux passer à la suivante si tu veux. Alors, la peur de l'échec. 2 clics. Alors pour moi, la peur de l'échec, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que la peur de l'échec, ça s'appelle l'apprentissage. Alors, tu peux juste recliquer, voilà. C'est bon ? C'est des piles ? Voilà. Alors moi, j'ai créé une boîte, j'avais 20 ans. Et j'ai commencé à travailler dans les magasins d'informatique à 16 ans. Alors à 20 ans, c'était le passage euro en 2000. Pour ceux qui sont de ma génération, il y avait beaucoup de travail. Et puis ma boîte, en fait, elle n'a pas marché. J'habite au Havre. Et donc au bout d'un an, j'ai dû partir à Paris avec 100 francs en poche. C'était pas des euros. Avec un billet du Pôle emploi. Et donc je suis monté à Paris, découvrant Paris. Ce matin, je suis arrivé du Havre. J'ai pris le train à 6h45 et je suis arrivé à 8h45 ici. Donc c'était à peu près le même trajet. J'ai vécu à peu près 6 mois à l'hôtel et puis j'ai trouvé du boulot dans l'informatique très rapidement en fait. Ça s'est fait très vite parce que y avait de la demande. Et puis je m'étais dit, plus jamais je recrée de boîte. C'est fini. La création d'entreprise, c'est pas pour moi. Ça n'a pas marché. En plus, j'avais des prêts. Avec des prêts d'honneur, j'avais à peu près... en francs, j'avais 50 000 francs à rembourser. Donc j'avais des huissiers, tout ça. Enfin bon, normal quand on est créateur d'entreprise, il faut rembourser les prêts d'honneur à l'époque. Et puis j'ai travaillé dans l'informatique, j'ai remboursé tout ça, j'ai fait un prêt CTLM à 15%, c'était à l'époque, hein, c'était 15%. Et puis après, je suis devenu coach quelques années plus tard. Et puis je me suis dit, bon, l'informatique c'est sympa, mais le coaching, il y a de l'humain, c'est intéressant. Et puis après, j'ai recréé une société avec mon ex-femme. Et puis j'ai rencontré Jean-Christophe lors de la création, sur un salon par un ami, et puis il m'a parlé, Jean-Christophe. Et Jean-Christophe m'a aidé à me développer. Donc j'étais à peu près à 250 000 euros. On est monté à 1 million d'euros, à peu près.
pendant 7-8 ans. Voilà, ça s'est bien développé. Puis un jour, ça s'est arrêté du jour au lendemain, pour plein de raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Et j'ai en plus divorcé avec mon ex-femme et je suis retourné au Havre, qui est ma ville natale, juste avant le Covid. Et je suis reparti de zéro. Donc je suis reparti de zéro et ça s'est fait comme ça, naturellement. Et j'ai relancé mes activités en étant indépendant au lieu de gérer une boîte de 30 personnes. Et donc, ce que je vais vous présenter là, c'est ce que j'expliquais à des gens il y a à peu près 10 ans. Alors, j'étais à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je n'étais pas là où je suis aujourd'hui en étant juste indépendant et en développant mes activités. Simplement, la peur de l'échec, pour moi, ça n'existe pas parce que ça s'appelle l'apprentissage. C'est l'autre côté. Par contre, la peur de la réussite, moi, ça m'a pris et je n'avais pas compris en fait ce que c'était. Je n'avais pas compris parce que je n'avais pas mis les mots dessus déjà. Puis un jour, on m'a dit, tiens, ce que tu as peur, c'est peur de réussir en fait. Alors quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que... Comment on peut passer de la peur de la réussite à l'envie de réussir? C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'on peut réussir? Alors, en fait, l'idée, c'est de oser être, faire ou avoir ce qu'on veut dans la vie. Alors, je disais en introduction que mon cœur battait vite parce que j'étais timide, mais en fait... Maintenant, quand je monte sur scène, je me dis si mon cœur bat vite, c'est que déjà je suis vivant. Donc déjà, quelque part, il y a une part de moi qui fait que c'est plus intéressant d'être vivant que mort. On vient d'en parler juste avant, donc c'était pour faire un parallèle, mais surtout ça donne de l'énergie aussi, vu que le cœur fonctionne. Et donc, la peur de la réussite, un jour j'ai lu ce livre, je ne sais pas si certains l'ont lu. C'est un livre de Napoleon Hill, qui date de 1800 et quelques. Je n'ai pas la date parce que je ne l'ai pas retenu, parce que j'ai mon cerveau qui retient que des informations nécessaires pour ce qu'il a besoin. Tout le reste, je l'éjecte parce que ça ne m'intéresse pas. J'essaie que mon cerveau soit... au niveau de l'utilisation de mon cerveau, je consomme de l'énergie, donc j'essaie de faire attention. Mais par contre, dans ce livre, il y a le dernier chapitre. C'est celui-là qui est le plus intéressant. Je ne vais pas vous parler de la réussite avec l'argent, comment devenir riche, tout ça, il y a plein de gens qui en parlent. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est juste le dernier chapitre, en fait, sur vaincre les 6 fantômes de la peur, en fait. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce chapitre, il y a un délai. Donc, les 6 principales peurs, ce sont 1. La peur de la pauvreté. Alors ma mère m'avait dit à 15 ans ou 16 ans, de toute façon tu finiras SDF. Et donc pour commencer ma vie, c'était un peu compliqué. Bon, elle m'avait dit de toute façon tu finiras SDF, tu veux créer une boîte, c'est dangereux, etc. Voilà. Donc je partais avec ça en tête. Peur de la critique, bon bah peut-être que maintenant on parle des haters, vous savez, sur les réseaux sociaux. J'ai compris que soit on aimait, soit on est détesté en fait. Il n'y a pas un juste milieu dans tout ce que vous faites. Vous allez forcément être critiqué soit de façon positive, soit adoubé. Voilà, c'est comme les footballeurs ou d'autres gens, dans plein de systèmes, ça marche comme ça. Le troisième, c'est la peur de la maladie. Alors moi, je touche du bois. Hein, j'ai jamais été malade. Je touche du bois. Hein. Puis un jour, mon ex-femme, qui est aussi mon associé, me dit « Mais toi, t'es jamais malade ?» Je dis bah, « Je peux pas être malade, je suis entrepreneur. C'est impossible. » Comment tu veux avoir un arrêt maladie quand tu as une boîte à gérer avec 30 personnes? Il faut que tous les jours que tu sois en forme, tu n'as pas le choix. Voilà. La peur de perdre l'amour de quelqu'un, ça fait partie des 6 principales peurs. Hein. Moi, j'ai divorcé voilà, 2 fois, parce que je me suis, en plus, avant marié à Las Vegas, j'avais 30 ans, enfin voilà, j'ai eu plusieurs vies. Mais voilà, ça fait partie de la vie. La peur de la vieillesse. Alors j'ai 46 ans. En théorie, je suis à peu près à la moitié de ma vie. Hein, en théorie, hein. Je vais me faire écraser demain. Alors je reviens de Bali, là. J'étais à Bali il y a encore 2 semaines. J'étais encore là-bas avec les tortues, les dauphins, dans l'eau, etc. Il y a eu un tremblement de terre. En pleine nuit. Ça m'a réveillé et tout bougeait. Mais vraiment tout. Même le mur, tout ça, ça bougeait. Bon, ça a duré 1 minute, c'était sur une échelle de 1 sur Richter, c'était pas très grave. Et aujourd'hui, il y a eu un tremblement de terre à Bali de 7,5. Alors vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais il y a eu pas mal de touristes qui ont dû sortir
des hôtels, ils ont été hébergés ailleurs, etc. Donc ça a été plus violent, quoi. Donc c'était une réplique, visiblement. Et donc, partir en voyage, voilà, il y a des risques, mais on peut aussi se faire écraser à Paris, hein, finalement. Alors, par rapport à ces 6 principales peurs, l'origine de presque tous les tourments qu'on a, c'est les 3 premières, en fait. Si on résume, ce qui est écrit dans le livre, hein. Si on résume cela. Les 3 premières, la pauvreté, la critique et la maladie. La peur de la pauvreté, les symptômes, je les ai identifiés, je les ai notés. Donc le premier, c'est l'indécision, le doute, l'inquiétude, l'excès de prudence et la procrastination. Donc avec ces éléments-là, quand on a compris les symptômes, on peut, grâce à ça... Moi, par exemple, quand j'ai peur, j'arrête tout de suite de faire ce que je fais, je vais me balader, je vais prendre l'air, je fais autre chose. Parce que si je commence à avoir peur de quelque chose, mon activité, mon business, ça va faire de la merde. Donc je préfère arrêter ce que je fais et je vais me promener, je vais me changer les idées, je vais me faire masser, faire du yoga, je vais respirer, faire la méditation, je n'en sais rien, je fais autre chose. Parce qu'il faut rester dans un certain état d'esprit, dans un certain mindset quand vous développez quelque chose. Parce que l'intention dans ce que vous mettez, elle est hyper importante en fait. Donc il vaut mieux avoir une intention positive et faire quelque chose à un tout petit niveau que faire une grosse chose avec une intention négative. Ça, c'est ce que j'ai retenu moi de mes activités précédentes. Donc ça, c'est par rapport à la pauvreté. La critique, il y a le manque d'assurance. Alors on dit, ouais, il parle pas bien ou il fait des fautes d'orthographe. Moi, j'en fais beaucoup, des fautes d'orthographe. Puis je fais actuellement des webinaires ou des masterclass avec 700 slides en 3 heures. Puis j'ai quelqu'un qui me les a toutes corrigées. Comme ça, j'ai réglé le problème pour plus avoir de fautes d'orthographe, par exemple. Le manque d'équilibre. Donc, dans la balance de l'équilibre du travail, on parlait tout à l'heure, l'équilibre entre le pro et le perso, avoir du temps pour soi dans la vie et du temps professionnel, il faut trouver un équilibre. Le manque de personnalité et le complexe d'infériorité. Ça, c'est ce qui revient par rapport à la critique, généralement. Et aussi l'extravagance, qui est l'opposé de le côté intérieur, en fait. Et enfin, le manque d'ambition. Moi, il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand j'avais créé ma boîte, « Oh, bah, de toute façon, toi, ce que tu as fait, tout le monde aurait pu le faire. » En attendant, il ne l'avait pas fait, moi, je l'avais fait. Donc, comme on me disait tout à l'heure aussi, si je résume un peu tout ce que j'ai pu entendre aujourd'hui, on peut faire ou ne pas faire. Dans les deux cas, il faut se lever tous les matins, et en même temps, vous pouvez choisir de faire votre activité, de faire votre lancement de votre produit ou de ce que vous avez à faire, ou alors de ne pas le faire, en fait. Mais dans les deux cas, il faudra se lever tous les matins. Alors on peut ne pas avoir de visibilité aussi à un moment donné, mais en même temps, on peut quand même avancer, même si on n'a pas une étape ou un milestone, et on peut quand même aller petit à petit à tâtons, par de l'effectuation, dans différentes choses. Alors la peur de la maladie, les symptômes, ça peut être l'autosuggestion. Hein. Vous connaissez la méthode Coué, hein. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Moi, je me le dis 10 fois par jour, ça. 3 minutes. Alors, ça marche pas, mais je me le dis tous les jours. Que Dieu fait, j'avance et je me le dis tous les jours. L'hypocondrie, donc les gens qui sont toujours... il m'arrive un truc aujourd'hui, oulala, c'est compliqué. Le manque d'exercice, le fait d'être dans de l'énergie, parce que l'énergie, en fait, c'est le fait de faire de l'exercice, ça vous rend... Ça redynamise à l'intérieur de soi, ça permet de se rééquilibrer. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire... 10 000 pas par jour, on peut faire plus que ça, mais en tout cas, il faut essayer de toujours avoir de l'énergie grâce à l'exercice. La susceptibilité. Tout à l'heure, Nicolas parlait du genou. Les gens qui ont des problèmes au ski avec les ligaments croisés ou autres, le genou, c'est effectivement dans la relation. Il y a un film qui est sur le sujet d'ailleurs. Je ne l'ai plus en tête. Ah oui, c'est Mon Roi. Voilà, sur ce sujet-là. Donc la susceptibilité, il y a des gens qui somatisent après les problèmes, hein, tout simplement. La manie de se dorloter, d'être surprotégé. Mon ex-homme disait toujours à mon fils, oh là, il va tomber malade. Moi, je préfère qu'il tombe malade. Au moins, il sera immunisé contre la poussière ou le fait d'aller jouer dehors, des choses comme ça. Et l'intempérance. Voilà. Ensuite, la peur de perdre l'amour de quelqu'un. Alors, on peut perdre l'amour
de ses parents, de ses enfants, d'un être cher, d'un associé d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai créé la deuxième boîte que j'ai créée, je m'étais dit ça va bien partir. Puis juste avant de rencontrer Jean-Christophe, je crée ma boîte et mon associé me dit je te quitte. Je te quitte pro et je te quitte perso. Et en plus, je vais récupérer mes parts. Je vais tout investir, je retrouve de l'argent pour tout lui redonner. Puis après, j'ai par hasard une autre associée qui est arrivée. Fallait gérer ça. Hein. Changement de gérance au bout de 2 semaines. J'avais pas vécu ça encore, mais bon, après, on apprend à le vivre. Alors, la peur de perdre l'amour de quelqu'un, en fait, dans les symptômes, il y a la jalousie. Ça, c'est un sentiment pas très positif. Alors, depuis tout à l'heure, je ne vous parle pas de choses positives, hein, mais j'essaie de contrebalancer ça. Puis après, ce que je vais vous demander, c'est si vous avez des idées sur comment, justement, dépasser la peur de la réussite. Je vais vous faire travailler un petit peu quand même, parce que je ne suis pas tout seul ici dans la salle. La critique, le jeu. Alors, les jeux psychologiques, vous connaissez sûrement le triangle de Karpman. Persécuteur, sauveteur, victime. Alors, en analyse transactionnelle, on pourrait parler des états du moi et de se mettre en relation adulte à adulte quand on parle à quelqu'un, mais beaucoup de gens dans les entreprises sont dans des jeux psychologiques parce qu'ils tiennent des rôles et en même temps, ils se mettent dans ce type de posture. La peur de la vieillesse. Alors, les symptômes, c'est on a tendance à mettre son corps et son esprit en veilleuse dès l'âge de 40 ans. Ça, c'est les symptômes, hein, c'est pas moi qui le dis. L'habitude de parler de son âge, de s'excuser d'être vieux à 40 ans ou 50 ans, et l'habitude de se déguiser en jeune à 40 ans. Alors moi, je fais mes webinaires Zoom avec une chemise, et puis en dessous, je suis en short, hein, parce que bon, je suis chez moi, donc personne ne le voit, c'est pas grave, même si j'ai que 45 ans. Alors, la peur de la mort. L'habitude de penser à la mort, c'est le seul symptôme que j'ai identifié, enfin qui est noté en tout cas, voilà. Mais en fait, je pense que la vie existe parce que, vu qu'il y a la mort, en fait, la vie n'a de sens parce que la mort existe. Pardon, cherchez la phrase. La mort n'a de sens parce que la vie n'a de sens parce que la mort existe. Donc le fait d'être conscient qu'on est vivant, c'est ça qui nous permet aussi tous les jours d'avancer, je pense. Et donc se dire, voilà, vu qu'il y aura une issue à la vie, même si on peut être croyant dans la réincarnation, dans d'autres choses, hein, ça peut être un moteur aussi pour vous pour avancer, en fait. Et en fait, il y en a un 7e qui est sous-tendu, qui n'est pas visible dans les 6 autres. C'est que, outre les 6 peurs principales, on a souvent la susceptibilité aux influences négatives. Alors, moi, on m'a toujours dit, tu crées une boîte, mais t'es fou, toi. Tu te pars dans un truc. Pourquoi tu vas te galérer à créer une société où tu sais, c'est dangereux. Hein, on peut finir en prison. Enfin, il y a plein de possibilités. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas écouter les gens négatifs. Il faut plutôt écouter des gens. Moi, j'essaie de m'entourer. Tout à l'heure, Nicolas en parlait, je crois. Il s'entoure de certaines personnes aujourd'hui. Moi, j'essaie de m'entourer de gens positifs uniquement. Et tout ce qui est négatif, je vais le chasser de ma vie pour être entouré que de gens qui m'apportent quelque chose auquel je peux moi-même contribuer pour eux, pour leur apporter quelque chose en retour, en fait. Donc, je ne vais pas mettre dans des scénarios avec des gens qui vont me poser des problèmes ou des choses négatives. Et j'essaie de faire en sorte tous les jours de m'entourer des bonnes personnes, comme je dis. Voilà. Alors, comme l'esprit humain est puissant, il a le pouvoir de construire ou de détruire. Donc, je pense que c'est une question d'intention quand vous avez un projet de vie ou un projet entrepreneurial, dans l'énergie que vous allez mettre dedans et dans l'intention qu'on y met derrière, en fait. Alors, souvent, ça peut être inconscient, hein, mais je pense que c'est vraiment important de le prendre en compte, en fait. Également dans les relations que vous pouvez construire avec les autres. Alors, passer de la peur de la réussite à l'envie de réussir, est-ce que vous avez des idées? Et au lieu de me poser des questions, le plus simple, c'est peut-être que chacun, ceux qui veulent parler, prennent la parole sur quelle idée ils ont justement pour passer de... Tout à l'heure, on en a parlé, hein, vous vous rappelez, le switch. On passe d'un état A à un état B. Et donc, on se met dans un état d'esprit plutôt positif pour avancer, créer des relations. Alors, peut-être que vous avez des idées là-dessus, je ne sais pas. Si ça parle à quelqu'un ou à personne. Oui, donc
Merci donc pour ce partage. Je vais revenir en fait sur la peur de la pauvreté qui justement peut être, si on s'en débarrasse, on peut justement avoir envie de réussir. Ce que j'ai vu dans la peur de la pauvreté, c'est le fait de ne pas lâcher prise, conserver, et justement c'est le manque de ne pas avoir assez. Donc au contraire, quand on a peur de manquer, disons que j'ai vu une personne dans ce cas-là qui a tout en 2, 3, 4 exemplaires ou plus et tout est plein. Voilà. Donc ça, c'est un peu voilà, ce qui peut se passer. Et justement, le fait de ne pas lâcher prise et ne pas justement aller dans le cours et dans le flow, c'est souvent ce qui coupe l'envie de réussir, Merci. dans mon expérience. Allô. L'acceptation du fait que les décisions qu'on prenne, on les prenne dans un monde à information incomplète. Donc on ne sait jamais en fait si on prend les bonnes décisions puisqu'on n'a pas toutes les infos. Et si on les avait, on prendrait des meilleures décisions, mais on les a jamais. Donc juste d'accepter ça peut aider, je pense. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Au fond. Non. Oui, de mon côté, il y a 2 choses que je vois. La première, en fait, c'est arriver à visualiser un état désirable à court, moyen et long terme. Je prends un exemple dans mon expérience. Moi, j'ai été obèse toute ma vie et c'était parce que mon entourage me renvoyait cette image-là. Parce que quelque part, je m'étais créé une sécurité dans le fait d'avoir des habitudes qui me conduisaient à maintenir cet état-là. Et parce que j'avais le style de vie en fait qui correspondait et qui maintenait cet état. Et en fait, la première étape, ça a été d'accepter que je pouvais être quelqu'un d'autre que cette personne-là, de le verbaliser, de le transmettre à d'autres personnes et de m'entourer de personnes qui m'aidaient à construire des habitudes qui me maintenaient dans cet état-là. Et le deuxième point, justement, du coup, c'est, je pense, le fait d'aménager sa vie de façon à avoir un maximum de réussite au quotidien, même si c'est des toutes petites réussites. Par exemple, dans mon cas, je me suis mise au karaté. Et en fait, finalement, dans mon cas, je considère qu'une journée est réussie si j'ai mangé correctement, que j'ai bu correctement, que j'ai fait mon cours de karaté et que j'ai dormi correctement. Je peux pas avoir raté ma vie et donc raté ma journée. Et donc à partir de là, quand je me mets dans un cadre comme ça, finalement, ça m'aide beaucoup plus à avoir l'envie de réussir sur d'autres points parce que je me dis de toute façon, vu que j'ai déjà réussi ces points fondamentaux, je peux pas tellement me rater par rapport aux autres et donc ça m'aide à garder le cap. Voilà. Merci beaucoup. Une des choses qui peut entretenir ou en tout cas initier la peur de la réussite puis l'entretenir, ce sont des loyautés. Des loyautés qui sont enfouies, qui sont inconscientes mais qui sont bien actives. L'interdiction de faire mieux qu'un père, mieux qu'une mère, mieux qu'un grand frère, mieux qu'une grande sœur. Et du coup, la peur de perdre l'estime de tous ceux qui comptent pour soi ou de quelqu'un qui compte immensément pour soi. Alors, comment passer de la peur de la réussite à l'envie de réussir ? Ça peut être pas mal de s'interroger si on fait tout pour pas réussir en essayant de réussir, de s'interroger sur à qui suis-je loyal quand je ne réussis pas ? Qui est-ce que je respecte en ne passant pas un plafond ? Et puis ensuite d'arriver à trouver une autre manière de respecter ou de vivre ses loyautés que celle de se tirer dans le pied. Merci beaucoup. Dernière question. Tiens. Bon, évidemment, la question pose la définition de la réussite, mais sans aller jusque-là, je me dis que déjà de prendre plaisir dans ce qu'on fait,
c'est une réussite. Alors, je ne sais pas si c'est une réussite au sens financier, mais c'est une réussite personnelle. Je pense que les entrepreneurs, c'est fondamental de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Même si il n'y a pas toujours la réussite immédiate. Merci beaucoup. Eh ben, je pense qu'on peut remercier Mathieu pour nous avoir emmenés sur le chemin de la réussite. Et on va attaquer notre dernière séquence et je vais passer à Tristan le soin de présenter Adrien. Alors aujourd'hui, on a eu des tas de présentations, on a eu de la technique, on a eu des expériences entrepreneuriales. Il manque un domaine qui est essentiel, qui est le domaine artistique. Ça nous est arrivé à l'occasion d'avoir de la musique. Aujourd'hui, l'associé qui va être en charge de nous parler un petit peu d'art et en l'occurrence de photographie, c'est Adrien qui nous a rejoint récemment et qui intervient sur ces questions et qui va nous éclairer sur sa vision de la photographie. Merci pour Adrien. Merci Tristan. Merci. Hop. Alors, bonsoir à tous. Donc, Adrien Boyer. Je suis... on va revenir sur peut-être la slide juste avant. Donc, nouvellement associé chez Melsion. Donc, c'est un grand jour pour moi d'être ici. Et donc, merci à Melsion de m'inviter et de me faire confiance. Je viens du monde de la finance initialement. Ça fait 10 ans que j'accompagne des chefs d'entreprise, surtout en chasse de tête. Et maintenant, depuis 2 ans, en tant que conseiller de confiance, donc je fais donc du sparring. Et parallèlement, depuis 15 ans maintenant, j'ai développé une activité professionnelle d'artiste photographe. J'ai la chance d'avoir publié plusieurs ouvrages. Je suis représenté par une belle galerie d'art sur l'île Saint-Louis. J'ai eu la chance de voir mon travail exposé à plusieurs reprises à Paris Photo au Grand Palais. Et quand j'ai un petit peu de temps, je donne également un cours à HEC sur la photographie et sur la place et le rôle des images. Et donc, après cette journée donc de dur labeur, je vous propose de vous aérer les méninges, de vous détendre les yeux et de vous emmener dans un voyage d'images. Alors, des images un peu spéciales, des images photographiques. Et on va voir justement ce qu'elles ont de spécial, ces images photographiques. Et pour commencer, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet avec une série d'images que je vous propose de regarder. Et on en parle après. Il y avait un temps. Il y a un temps, mais là, la zapette résiste. Comment ça perd des... Alors comme c'est une série d'images et que c'est très visuel, si on n'a pas la zapette, ça va être compliqué.
Au moins, non mais c'est pas mal finalement ce temps de pause, parce que ça vous permet de bien regarder cette image. Technique. Prenez la bienveillance, mais... Je suis là pour vous parler de l'image fixe et non pas de l'image animée. Ah. Alors, est-ce que ma zapette va marcher? Si. Formidable. Ah bah je peux la remettre. Alors, volontairement, je ne mets pas les références parce que je veux que vous soyez complètement dans le regard et l'immersion dans l'image, sans biais. Voilà. Donc, en fait, dans ces images, dans ces photographies, il y en a certainement certaines qui vous ont plu, qui vous ont déplu, qui vous ont touché, ou alors qui vous ont laissé indifférent. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi une photographie nous plaît, pourquoi d'autres photographies ne nous intéressent pas. En fait, pour comprendre ce qui fait la particularité d'une photographie, on va s'appuyer sur un livre écrit en 1979 par le sémiologue Roland Barthes, qui s'appelle La Chambre claire. Donc, Roland Barthes, c'est une figure importante de la vie intellectuelle des années 50 à 80. Et le fait qu'il soit philosophe et sémiologue, c'est intéressant parce qu'en fait, il va porter un regard sur la photographie comme langage. Il va se demander pourquoi, il se pose la question suivante, celle qu'on vient de se poser. Pourquoi certaines photos nous touchent et d'autres non? Et il va essayer de se poser d'abord la question, qu'est-ce qu'une photographie? Donc la photographie, c'est un procédé, somme toute, assez qui vient d'un procédé optique assez naturel. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, vous en avez fait l'expérience. Quand on laisse entrer par un petit trou la lumière, eh bien, on a un phénomène de projection sur la surface opposée, à l'envers. Et c'est un système qui a souvent été utilisé par les peintres pour caler les proportions. C'est la camera obscura. Et en fait, la photographie consiste à pouvoir fixer cette image grâce à des procédés chimiques qu'on a trouvés au début du 19e et qui se sont développés depuis, grâce à des possibilités, des précipités chimiques qui fixent la lumière, qui sont donc des surfaces photosensibles qui permettent de capter ça.
C'est la première chose que Roland Barthes nous dit, le sémiologue. Il dit, en fait, ce qui est étrange dans une photographie, c'est qu'une photo est toujours invisible. Ce n'est pas elle qu'on voit. Qu'est-ce que Roland Barthes veut nous dire par là? On va faire un petit passage par la sémiologie. Le triangle de base de la sémantique, en fait, c'est l'étude des langues et des signes. Et donc, dans toutes les langues, dans tous les mécanismes de codage, on a toujours un triangle entre le signifiant, le signifié et le référent. Donc, voici un chat. C'est pas celui de Schrödinger, c'est celui de la sémiologie. Le chat, c'est la chose, le chat physiquement. L'idée de chat, le signifié, c'est le concept de chat dans notre tête. Et puis, le signifiant, c'est le mot chat dans le langage. Mais en anglais, ça peut être cat. Et puis, ça peut être un dessin d'un chat. Enfin, c'est un signe, un signal qui va nous faire penser au chat. Sauf que ce qui se passe dans le cas de la photo, nous dit Barthes, c'est que, en fait, le signal, le signifiant, est une émanation du référent. Et donc, il y a un lien existentiel entre ce que je vois sur la photo et ce qui existe. Quand on apprécie un tableau, on apprécie un tableau. Mais dans 99% des cas, quand on dit c'est une belle photo, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que ce que je vois sur la photo me plaît. C'est-à-dire qu'en fait, le signifiant s'efface totalement face au référent, ce qui crée un biais cognitif majeur et absolument nouveau dans l'histoire des hommes. Quand Roland Barthes dit quand le premier homme a vu une photographie, il n'a pu la comparer à aucun système de représentation existant par ailleurs. C'est absolument curieux. En fait, c'est Roland Barthes nous dit c'est un réel qu'on ne peut plus toucher. Et donc, en fait, c'est pour ça que 150 ans plus tard, le sémiologue s'interroge sur qu'est-ce qu'une photographie. Parce que d'un point de vue sémantique, c'est quelque chose de nouveau qui mérite qu'on s'y intéresse. Donc ça, c'est partie des photos qui servent de point de départ à Roland Barthes. Parce que c'est une photo, il sait que c'est une photo qui le touche. Il veut comprendre quelle est la mécanique derrière. C'est une photo qui la touche comme aucun autre sujet peut le toucher, de cette façon-là en tout cas. Alors, comme c'est complètement nouveau, il ne veut pas partir de systèmes préétablis, donc il pose lui-même les bases de la photographie pour bien la comprendre. Il dit une photographie existe à partir du moment où il y a donc un opérateur, c'est celui qui photographie, un spectateur, c'est celui qui regarde la photographie, et le spectrum, c'est celui ou ce qui est photographié. Alors, Roland Barthes n'est pas photographe, donc il ne parle pas ici de l'expérience du photographe. Je pourrais vous en parler éventuellement, mais ce n'est pas le sujet de Roland Barthes. Et nous, le sujet qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe quand je regarde une photo? Pourquoi telle photo va susciter en moi une réaction? Pourquoi telle autre non? Et quelle est la nature de cette réaction face à une image photographique? Donc, en fait, Roland Barthes va commencer à s'intéresser au spectrum. Ce qu'il appelle le spectrum, c'est celui ou ce qui est photographié. Et la première intuition du philosophe et du sémiologue, c'est de dire la photographie, c'est la mort. Pourquoi? Regardez ce portrait de Baudelaire par Nadar. On a l'impression que Baudelaire se demande qui est cette personne étrange qui va apparaître sur l'image. Comme s'il y avait un dédoublement, comme s'il n'était plus vraiment lui-même et qu'il s'interrogeait en fait. Et c'est vrai que la photographie est un dédoublement de soi. En fait, la photographie, nous dit Barthes, transforme le sujet en objet. Et
on avait des procédés d'ailleurs de quasi empaillement ou embaumement pour prendre des poses suffisamment longues qui permettaient de prendre des photos de soi et qui ne sont pas sans rappeler évidemment beaucoup de rites funéraires. D'ailleurs, l'une des toutes premières photographies est celle d'Hippolyte Bayard qui a mis en scène sa propre mort. C'était l'un des inventeurs de la photographie. Il n'a jamais digéré le fait de s'être fait piquer ou passer devant par d'autres inventeurs comme Niepce ou Daguerre. Et alors, il a mis en scène sa propre mort. Et en fait, à cette époque, la photographie, tout le monde voit un mort, pas du tout une mise en scène. Parce que, eh bien, il y a un effacement du signifiant total devant le référent. Alors, voilà aussi un portrait très très connu, celui d'Abraham Lincoln. Alors évidemment, le photographe tâche d'en faire une œuvre où on voit tous les signaux, etc., de son visage, mais on voit bien que cette image, elle est assez empreinte de rigidité. Il fait penser plutôt à la mort qu'à la vie, même assez raide mort, je dirais. Alors évidemment, le photographe va tout mettre en œuvre pour contrecarrer en fait cet effet d'évacuation de la vie. Et donc il va demander à chaque fois aux gens de poser. Donc là, c'est les frères Goncourt qui donc sont plutôt des bons vivants et qui essayent de prendre une pause pour sembler vivants, hein, pour finalement fuir cet effet de mort. Et alors, c'est vrai qu'on est dans une sorte de fuite en avant perpétuelle à travers l'image pour tenter bien de capturer ce temps, de le figer, de l'immortaliser sans cesse. Et l'image est pour nous une façon de contrecarrer en fait la mort. À tel point que certains acteurs finalement deviennent des images. Qu'est-ce qu'un acteur sinon un homme-image? Et aujourd'hui, certains acteurs, certaines personnalités, il faut absolument qu'ils ressemblent à leur image, sous peine de mourir. Cette mort symbolique. Donc, c'est l'image qui a pris la substitution peut-être sur eux-mêmes. On a tous en tête le roman, le portrait de Dorian Gray, le roman d'Oscar Wilde. En fait, c'est pas un hasard et le mot même d'image vient de cette tentation fondamentale de l'être humain de garder un souvenir et finalement de vaincre la mort. Ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est ce qui a donné lieu au mot image, c'est les imagos. Les imagos, c'était les masques mortuaires qu'on faisait dans la Rome antique pour garder la trace des êtres qui étaient partis. Ça, c'est un masque mortuaire d'un bébé qui est mort. Et c'est une des toutes premières représentations disons, hyper réaliste, puisque en fait c'est un masque de cire qui est appliqué sur le visage des défunts, et ça s'appelait l'imago, ce qui a donné le mot image. Donc on a pour le spectrum ce rapport inhérent à la mort. Mais on va essayer d'aller plus loin et de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait la spécificité d'une image photographique pour celui qui la regarde? Alors, pourquoi une image me plaît? Pourquoi une photo me plaît? Pourquoi une photo ne me plaît pas ou ne me touche pas? Est-ce que ça vient de la peinture? Parce que c'est vrai que la photographie, c'est toujours construite soit en filiation, soit en opposition, mais a fait de la peinture le référent et le critère par rapport auquel on la juge souvent. Donc évidemment, dès les débuts de la photographie, il y a eu tout un courant de photographes qui ont utilisé la référence à la peinture, c'est ce qu'on appelait le pictorialisme.
C'est une photo très célèbre d'Alfred Stieglitz. On retrouve ce modèle et cette tentation de la peinture chez Robert Mapplethorpe dans les années 60. Et puis aujourd'hui, il y a évidemment beaucoup de photographes qui s'inspirent de la peinture. Mais est-ce que c'est pour cette raison? Est-ce que c'est pour sa ressemblance ou alors par les jeux communs qu'on peut trouver entre la photographie et la peinture qu'une photographie nous touche? Roland Barthes dit non, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. D'ailleurs, Roland Barthes dit si la photographie, enfin, quand la photographie devient art, elle touche plutôt au théâtre, justement par ce rapport à la mort, plutôt que par la peinture. Donc, est-ce que c'est la faculté de la photographie à nous montrer le rare, l'étonnant, le singulier? C'est vrai que la photographie a le pouvoir de nous montrer des choses auxquelles on n'aurait jamais accès. Donc ça, c'est une photographie de Diane Arbus qui a fait tout un travail sur les anormaux. Et ça, c'est dans une institution américaine. Évidemment, il y a toujours la tentation d'aller photographier les catastrophes. Donc ça, c'était le fameux accident de train à la gare d'Orsay. Aujourd'hui, évidemment, les photographes aux quatre coins du monde photographient des choses qui sont étonnantes, rares. Donc ça, c'est une des dernières peuplades Amazon, photographie de Sebastião Salgado. L'insolite, c'est un grand registre de la photographie. Mais Roland Barthes nous dit non, ce n'est pas ce qui nous permet vraiment de rentrer dans une image photographique. C'est encore autre chose. Alors, est-ce que c'est la prouesse? C'est vrai que la photographie permet de réaliser des prouesses. Ça, c'est une photographie de Edward Muybridge. Et donc, Edward Muybridge non, pardon, c'est une photographie de Edgerton, ça, qui a mis plusieurs années à obtenir, à photographier le millième de seconde où la goutte de lait, quand elle tombe dans une surface liquide, forme une couronne parfaite. Voilà une photographie de Jérémy Villet, un photographe animalier qui passe des nuits, des jours, des mois entiers, pour ne pas dire des années, à essayer de capturer le bon moment. Le moment où l'aigle déploie totalement ses ailes. Voilà une photographie d'un photojournaliste qui s'est débrouillé pour être là lors de l'incendie du drugstore Publicis dans les années 70 et qui photographie le moment pile où cette femme saute de l'étage en feu. Eh bien, pour Roland Barthes, ce n'est pas cette possibilité de réaliser des prouesses qui nous permet vraiment de rentrer dans une photographie. Alors, on en arrive au fameux instant décisif. L'instant décisif qui a été évoqué par Henri Cartier-Bresson plusieurs fois, mais surtout théorisé largement ensuite. L'instant décisif, c'est cette idée qu'un instant synthétiserait, condenserait, résumerait en lui-même un état d'esprit, un sentiment, une impression, un événement. Et c'est vrai que la photographie a cette capacité de signifier plusieurs choses en capturant un instant qui serait quasiment invisible dans le cours naturel de la vie. Toutes les photos que je vous montre sont considérées comme des grandes photos.
Il s'agit d'essayer, en les regardant, de comprendre pourquoi certaines photos nous touchent plus que d'autres, qu'est-ce qui, en elles, nous touche. Et donc, c'est pour ça que je défile avec vous toutes les raisons possibles pour lesquelles une photo... Il faut que j'accélère ? Ouais, ok. Donc, l'instant décisif, ce baiser de l'hôtel de ville, avec évidemment la question de savoir si c'est spontané ou une mise en scène. Est-ce que c'est la technique photographique ? La photographie est une technique et ça permet de réaliser quantité de choses étonnantes. Donc évidemment les procédés de solarisation, mais c'était Man Ray, tous les photographes, beaucoup ont utilisé ce que permet la technique photographique. L'une des grandes techniques utilisées, c'est le flou. Évidemment le flou en apportant un trouble à l'image, apporte un effet qui vient troubler la réalité, le référent. Ça, c'est une expo en ce moment à Paris de Vincent Bousseret où il applique sur un tirage argentique une photo numérique de basse qualité pour donner à voir finalement les méfaits ou la réduction de la vie, la réduction qu'occasionne la numérisation du monde. Alors justement, on pourrait se dire, finalement, est-ce que c'est le message ? Est-ce que c'est la thèse ? Est-ce que c'est ce qu'on veut le dire ? Donc ça, c'est une photo d'Arthus Bertrand qui nous montre la fonte des glaces. Là, il y a toujours eu des photographies qui ont été là pour vouloir nous dire qu'il faut briser les codes. Et enfin, il y a des photographies qui, par leur force, sont devenues emblématiques. Ça, c'est une photographie qui est devenue emblématique de la Grande Dépression, qui est un petit peu l'équivalent visuel des raisins de la colère de Steinbeck en littérature. C'est une photographie de Dorothée Lange, une femme réfugiée dans les années 30 aux États-Unis. Donc tout ça, en fait, Roland Barthes nous dit, ce sont évidemment des choses dont est capable la photographie. C'est très intéressant, mais ce n'est pas... En fait, ce sont des moyens d'accès à la photo, ce sont des codes. Alors je peux les approuver, les désapprouver. En fait, ce sont les intentions du photographe. Je les comprends, je peux les discuter. En fait, c'est une sorte de contrat passé entre le créateur de l'image et le consommateur. C'est ce qu'il appelle le studium. Mais, dit-il, en réalité, c'est pas ça qui explique pourquoi j'aime cette photo. Il dit, il y a telle photo qui m'advient et telle autre non. Telle photo d'un coup m'arrive, elle m'anime et je l'anime. Pourquoi ? Ce n'est pas pour tous ces codes, en fait. Il parle de cette photo, il dit un Porsche ombragé, une ruelle déserte, quelqu'un d'assis, j'ai envie d'habiter là. En fait, il comprend qu'il y a ce qu'on projette sur la photo, c'est tout ce qu'on reconnaît, tout ce qu'on y trouve parmi nos intérêts, notre culture, nos centres d'intérêt, mais il y a finalement ce qui vient nous trouver, nous, à partir de la photo. Le punctum part de la scène comme une flèche et vient me percer. Et donc, il dit, en regardant cette photo, ce qui me touche finalement, là, c'est la terre. La terre, cette terre que je reconnais, je sens de tout mon corps, j'ai l'impression d'être en Hongrie, en Roumanie, dans ces pays que j'ai arpentés. Et d'un seul coup, la représentation se fait réalité. Et donc Roland Barthes, cette phrase, n'est-ce pas la seule preuve de son art, s'annuler comme un médium, n'être plus un signe, mais la chose même. Et là, ça devient très clair pour lui. En fait, il constate que, il dit ce que je vois avec obstination, en dépit de tout ce que je sais. Oui, c'est vrai que le quartier italien de New York, c'est touchant, mais en fait, ce qui me perce, ce qui part de la photo et me transperce, ce sont les dents de ce petit garçon. Ce qui l'intéresse, en fait, il dit, il y a quelque chose, mais je ne saurais pas dire d'où ça vient. C'est dans le portrait de droite d'un certain Bob Wilson. C'est la position des mains, la pose, les baskets. Il dit, l'effet est sûr sur moi, mais irrépérable. Et donc, il y a toujours en fait deux éléments dans votre intérêt pour une photographie. Il y a d'une part le studium,
c'est ce que je trouve moi dans la photographie, ce que je reconnais, ce que je comprends, ce en quoi je peux adhérer au message. C'est l'intérêt réfléchi, culturel. Et puis, il y a parfois le punctum. C'est en fait ce que je vois obstinément, sans que je le veuille, hein, sans que j'en comprenne la signification. C'est une sorte d'intérêt fou, car totalement irréfléchi. Mais alors pourquoi le punctum est-il si puissant dans la photographie ? Je vais accélérer. D'abord, c'est parce que la photographie est pensive. En fait, en s'arrêtant sur un moment clé, elle nous débranche du cours du temps. Et donc, elle permet l'émergence de questions métaphysiques. Puisque dans la vie, on est toujours... l'instant présent, évidemment, est toujours pollué par celui qui vient de s'écouler, celui qui va s'écouler. Et donc, c'est l'intérêt de l'image fixe par rapport... Le cinéma, par exemple, est un art avec un autre génie, mais il recopie le cours de la vie par l'image animée, alors que l'image fixe permet la pensivité. La deuxième chose... c'est que la photographie délivre à l'esprit, par ce rapport existentiel à ce qu'elle représente, ce leitmotiv, et que notre esprit comprend et analyse de cette façon, c'est que ça a été. Et donc ça confère une force absolument énorme à la photographie. La photographie a la possibilité de ratifier ce qu'elle représente. Et donc ça, c'est une photo qu'il ne montre pas, mais où il dit que à la fin, suite au décès de sa mère, il était extrêmement frustré parce qu'il n'avait que des photos d'elle qui la trahissaient. Et un beau jour, par hasard, il tombe sur une photo d'elle enfant, à une époque où il ne l'a pas connue. Et là, d'un seul coup, il comprend, parce qu'en fait, il retrouve complètement la vérité de sa mère. Et là, il comprend qu'en fait, la grande force de la photographie, c'est quand la pensivité qu'elle permet et la puissance sémantique du ça a été se combinent avec mon sentiment de ce qu'est la vérité. Et on porte tous en nous un sentiment, on sait, pour nous, il y a une sorte de vérité des choses et des êtres, et pas qui parfois, et quand tout ça se combine, Roland Barthes dit que c'est l'extase photographique. Et je terminerai par cette idée, c'est que quand la photographie, finalement, si vous regardez des images photographiques, il faut que vous le fassiez avec cette ambition un peu folle d'avoir la possibilité finalement que votre vérité intérieure rejoigne la réalité du monde. Et ce n'est que la photographie qui peut vous procurer ce type de sentiment. C'est pourquoi certaines photographies sont tellement fortes et tellement puissantes, et que, évidemment, ça va au-delà d'un simple langage classique, puisque, encore une fois, la photographie s'efface complètement par rapport aux référents. Et c'est ce qui en fait la grande force. Et si aucune photographie n'est objective, aucune photographie n'a de vérité en soi. S'il y a une vérité possible dans une image, c'est dans sa correspondance, c'est parce qu'elle va coïncider à un moment donné à votre sentiment de vérité intérieure. Et là, ce sera une photographie véritablement forte, authentique, et qui vous transpercera. Et je voulais terminer avec ces quelques photos que je vous ai présentées et que peut-être que vous regarderez avec un œil un peu nouveau après ce que je viens de vous dire. Je vous remercie. Merci Adrien.